messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mardi 7 février 2023. Il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser les parents et les futurs parents. J'espère qu'on va vous rassurer. On va parler de sommeil. Oui, le sommeil de l'enfant, une évolution par étapes. Donc, si vous avez des questions ou des témoignages, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, celui qui a inventé l'expression dormir comme un bébé, je crois qu'il n'a jamais eu d'enfant. Le quotidien des parents est rythmé par le refus de dormir, les réveils nocturnes, mais aussi les journées qui débutent aux aurores, surtout le week-end. Alors, pendant la semaine, ils font dodo, ils n'arrivent pas à se lever pour aller à la crèche ou à l'école, mais pendant le week-end, c'est les premiers à se lever. Alors, souvent, les parents culpabilisent et ont un sentiment d'incompréhension, mais aussi la fatigue. Oui, cette fatigue qui les pousse à trouver des astuces sur Internet, à demander aux proches, aux parents, comment faire dormir bébé, comment faire pour qu'il fasse ses nuits. Et ils arrivent même à consulter un pédiatre pour ça. Alors, à partir de quel âge bébé fait ses nuits et qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits au juste? Faut-il laisser dormir avec nous notre enfant quand il fait des cauchemars ou qu'il a des terreurs nocturnes? Faut-il le laisser pleurer dans son lit? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Hafida Latafi. Vous êtes spécialiste du sommeil à l'établissement public hospitalier de Bertaria. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Avec nous aussi Dr Aziza Souad Choukri, vous êtes pédiatre spécialiste en neurodéveloppement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Et bien sûr, pour sa rubrique WeShare, Wahida Selmshrif. Bonjour Wahida. Bonjour Monia, ça va? Ça va, oui, très bien. Et toi? Alhamdoulilah, apaisé aujourd'hui. T'as passé une bonne nuit? Oui. T'as fait dodo? Oui, je vais vous dire pourquoi plus tard. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait une bonne nuit. Alors, à ce qui paraît, on perd 44 jours de sommeil la première année de bébé. Et à ce qui paraît aussi, les nuits de bébé, les premières nuits de bébé, la première année, les nuits ne durent que 4h44. Alors, le sommeil de l'enfant est une grande affaire pour les parents parce qu'ils se posent des tas de questions. Ils vont sur Internet, ils demandent l'avis de tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'expression dormir comme un bébé, elle est fausse, vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, docteur Choukri. Oui, effectivement. Les parents, quand ils ont un nouveau bébé, c'est une nouvelle expérience à vivre. Il y a pas mal de défis, oui. Pas mal de défis. Les défis des parents, par exemple, avoir une nuit complète pour eux. Ça, c'est un grand défi. Savoir endormir le bébé, c'est un deuxième défi. Vivre la séparation pour l'endormissement, c'est un autre défi. Donc, tout l'état psychologique, l'état émotionnel des parents impacte et retentit sur l'endormissement et le sommeil du bébé. Du bébé, oui. Les parents ont souvent tendance à idéaliser le sommeil de leur enfant, on va dire le comparer au sommeil des adultes, des parents. Ils font un peu la comparaison entre les deux et ils se disent non, il fait pas ses nuits, il dort pas comme nous. Et c'est clair que l'enfant ne dort pas comme un Tout à fait. L'enfant, il a un autre rythme de sommeil qui est différent des adultes. Il commence à se développer, ce sommeil du nouveau-né, on va dire. Dès la naissance, j'irais même à dire que le sommeil de l'enfant se développe déjà dans le ventre de la maman, in utero, c'est-à-dire avant la naissance, il y a une mise en place d'un rythme de sommeil chez l'enfant. Le fœtus dort. Tout à fait, il est imprégné du sommeil de la maman. Donc si la maman elle a un bon rythme de sommeil, si elle a un rythme régulier, l'enfant va hériter de ça. D'accord. En plus de ça, il y a la génétique aussi. On est génétiquement déterminé. Donc, par exemple, un parent qui est un court dormeur, on va dire ça comme ça, qui ne dort pas beaucoup, risque d'avoir un enfant qui est aussi court dormeur. S'il est génétiquement déterminé de la même manière. S'il n'hérite pas de la maman qui est l'endormeur. D'accord. Voilà. Et oui, génétiquement, elle est déterminée. Donc, il faut connaître tout ce qui est normal pour identifier ce qui est pathologique. D'accord, très bien. D'accord. Et justement, est-ce que les parents consultent pour ça? Est-ce que vous recevez des consultations de parents qui sont là affolés parce que leur enfant ne dort pas?
Oui, oui, on en reçoit. Parfois, c'est le premier symptôme pour lequel les parents consultent et parfois, c'est inclus dans la consultation. On vient pour autre chose et en même temps, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit souci par rapport au sommeil et nous sommes là à intervenir, à voir où est le normal, où est le pathologique. Parfois, quand un enfant ne dort pas, c'est normal parce que ça, c'est inclus dans sa trajectoire développementale. Oui. D'accord, c'est à des âges précis où l'enfant a des sommeils totalement différents de celui des adultes. Exactement. Donc, quand ça c'est pas inclus dans une trajectoire développementale, quand ça traîne, c'est-à-dire que ça prend du temps, dans le temps, là, on doit se poser la question et voir si on n'est pas dans le pathologique. D'accord. Alors, quelles sont les particularités du sommeil de l'enfant? On va voir ça en reportage. Reportage de notre journaliste Farida Ben Muslim et on revient tout de suite après. Qui va avec. Alors, un environnement calme et paisible, c'est important. Alors, pourquoi est-il important que les parents comprennent les bases du mécanisme complexe du sommeil de l'enfant? Oui, docteur Choukri. Et c'est important qu'ils apprennent ça, qu'ils sachent ce que c'est, parce qu'on ne le sait pas, on n'est pas prévenu quand on a un enfant que voilà, l'enfant ne risque pas de dormir, qu'il se réveille pendant la nuit. On n'est pas prévenu par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi aujourd'hui. C'est pour un peu prévenir les parents et puis les rassurer aussi. Bien sûr. Alors, les parents ne sont pas prévenus, ils ne savent pas quel est le sommeil normal. Pour connaître après ce qui n'est pas normal. Donc d'abord, pour eux, un nouveau-né qui dort, dès qu'il se réveille, on doit lui donner à téter. Ça par exemple, c'est une erreur. Parce que quand on respecte les phases de sommeil et qu'on sait que le nouveau-né a d'abord un sommeil agité et ensuite un sommeil lent, au moment où il se réveille, où il s'agite lors du sommeil agité, il grignote, il gigote, il bouge ses yeux, il peut pousser quelques cris. À ce moment-là, il faut le respecter, ce sommeil agité, il faut le laisser dormir, il ne faut pas le prendre dans les bras pour essayer de le recaliner encore une autre fois, ou bien lui donner à téter. Oui. Et on a tendance à surallaiter les nouveau-nés parce qu'on ne connaît pas justement cette phase. Donc les nouveau-nés s'endorment à peu près chaque
chaque 3-4 heures. Ils ont des cycles de 50 minutes les premiers mois. Ensuite, c'est des cycles qui s'allongent de 60 minutes. À ce moment-là, quand ils sont endormis, bien sûr, on doit leur assurer une ambiance de calme pour qu'il n'y ait pas de bruit, qu'ils ne soient pas parasités par des bruits, pour ne pas les réveiller. Respecter ses rythmes et ne pas s'acharner à donner à téter à chaque fois. Ne pas être aussi anxieux, parce que l'anxiété des parents vis-à-vis du sommeil, est-ce qu'il a assez dormi ou pas assez dormi, est-ce qu'on est en train d'apporter ce besoin ou d'assurer ce besoin, est-ce qu'on est une bonne maman, est-ce qu'on est un bon papa, toutes ces questions que se posent les parents donc induisent une anxiété interne. Cette anxiété se transmet au bébé, parce que le bébé est une éponge qui absorbe tout. On a aussi des mamans aussi qui sont anxieuses par rapport à la grossesse, au déroulement de la grossesse, par rapport au déroulement de l'accouchement lui-même. Quand une maman a accouché, par exemple, par césarienne, ou qui a eu un accouchement dystocique, un bébé qui a un petit peu souffert au moment de l'accouchement, tout ça peut impacter l'état psychologique de la maman. Il y a des mamans qui passent par un postpartum un peu difficile, avec plus ou moins une dépression. Donc tout ça donne un environnement psychologique et émotionnel qui impacte sur le sommeil de l'enfant. D'accord. Donc, quand un bébé est agité, c'est tout à fait normal. Je voulais rebondir sur la question pour dire que les parents, c'est les donneurs de temps. Oui. C'est eux qui règlent le sommeil de l'enfant. Donc, pardon. Si on prend en considération tout ce qu'elle a dit, Dr Chokri, on rajoute à cela cet état. C'est lui qui va instaurer le rythme que les parents donneront à leurs enfants. Donc, si une maman anxieuse, si une maman qui fait un postpartum difficile, si une maman... Parce que j'insiste sur la maman, parce que généralement, c'est la maman qui s'occupe de ça. Donc, il y a certains papas, oui, qui s'impliquent, mais dans la majorité des cas, c'est la maman qui s'occupe de ça. Donc, c'est une maman qui n'est pas stable émotionnellement, psychologiquement, donc elle ne sera pas un bon donneur de temps. Et du coup, on voudrait expliquer aux mamans, aux parents, que si vous avez un bon rythme, qu'est-ce que ça veut dire un bon rythme? C'est un rythme régulier. C'est-à-dire vous avez des heures de coucher qui sont régulières, vous avez des heures de réveil pareilles qui sont régulières, et donc l'enfant ne peut que suivre ce rythme-là. Maintenant, il va calquer son rythme sur le rythme des parents. Tout à fait. Parce que si on a une heure précise, par exemple, pour se coucher, même si les parents tarderont un petit peu, parce que le besoin de dormir chez l'enfant et chez les parents, c'est pas pareil. Si on calcule, l'enfant jusqu'à à peu près 1 an, il a besoin de pratiquement 16 heures de sommeil. Après, on passe à 14 heures de sommeil. Donc, le pré-ado, il a besoin à peu près de 12 heures. Ado, pareil, on garde une bonne quantité de sommeil. Et jusqu'à arriver à l'âge plus ou moins adulte, on passe à 8 heures, 7 heures, voilà, 6 heures, ça dépend. À la moyenne, on va dire 7-8 heures. Donc, cet enfant, il va faire peut-être ses 16 heures, mais ça va être réparti dans la journée. Au départ, il y aura la petite sieste du matin, après, il y aura la sieste de l'après-midi, et après, on a le sommeil de nuit. Donc, les parents, si ils ne respectent pas ou ils ne donnent pas ou créent pas un environnement propice et adéquat pour que l'enfant puisse s'endormir avec du calme, plus ou moins de l'obscurité, etc., l'enfant ne pourra pas dormir correctement. Et je rajoute par rapport au sommeil agité et calme, si on intervient, et c'est l'erreur que commettent beaucoup de mamans, c'est intervenir lors du sommeil agité. Donc on a l'impression que c'est vrai, l'enfant s'agite, etc., il bouge, on a l'impression il y a certains enfants qui gémissent, qui pleurent un petit peu, voilà. Donc on a l'impression qu'il est réveillé, surtout si c'est le tout premier, donc on a bien envie d'aller voir un peu ce que ça se passe, etc. Et on va intervenir, casser son cycle, et il aura
aura du mal après à se réendormir parce qu'on est venu casser le cycle de sommeil. D'accord. Voilà, qui dure à peu près 90 minutes jusqu'à... Quand il avance un peu dans l'âge, ça peut aller jusqu'à 120 minutes, vers 6 mois, 9 mois. Il commence à rallonger ses cycles. Et justement, vous avez parlé de sieste, et il y a certains parents qui se disent, bon, je vais supprimer la sieste de l'après-midi ou celle du matin pour qu'ils soient suffisamment fatigués pour qu'ils tombent dormir ce soir. Est-ce que c'est bon ou pas? Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est en fonction de l'âge, c'est en fonction de l'état de santé. Faire très très attention. Chez l'enfant qui a du mal à dormir, chez l'enfant qui pleure beaucoup, c'est très fort probable qu'il y ait une pathologie organique derrière ça. Donc des fois, c'est des enfants qui naissent avec un reflux gastro-œsophagien. C'est des enfants qui ont des brûlures. C'est des enfants qui ont mal. Donc ils vont pleurer pour manifester leur état organique, voilà, qui n'est pas bon. Il y a des enfants qui ont peut-être des otites. Il y a des enfants, parce que l'enfant ne sait pas se plaindre, il ne saura pas dire j'ai mal, il va pleurer. C'est sa façon de communiquer. Tout à fait, surtout le RGO, au départ, dès la naissance, parce qu'il se peut manifester dès la naissance. Et donc, dès la naissance, c'est des enfants qui ont des problèmes de sommeil. Si on va voir le pédiatre, on va discuter avec le pédiatre et expliquer, la plainte va démarrer de troubles de sommeil, mais le pédiatre va forcément examiner l'enfant. Et la plupart du temps, c'est derrière une cause organique qui pose problème. Donc, être très vigilant par rapport à ça au départ. Justement, quelles sont les causes qui peuvent induire à une insomnie, on peut dire ça, chez l'enfant? Troubles du sommeil en général. En général, voilà. Donc d'abord, comme a dit docteur Tafi, le reflux gastro-œsophagien. C'est important parce qu'on a un liquide, le lait qui remonte de l'estomac vers l'œsophage et ça peut brûler vu qu'il y a l'acidité de l'estomac qui remonte avec. Donc ces pleurs, ces cris lors du sommeil peuvent être à cause de ça. Donc nous, à l'interrogatoire, on pose la question aux parents, est-ce que votre enfant régurgite la journée? Parce qu'on a, quand il y a des régurgitations très importantes, parce que les régurgitations sont physiologiques. Hein. Chez le nouveau-né, chez le nourrisson, elles sont physiologiques. Quand c'est intense, c'est excessif, c'est des vomissements importants. Là, on peut être, justement, on peut se dire que ça pourrait être un reflux quand on a un nourrisson qui ne prend pas de poids aussi. Donc, on pose beaucoup de questions à l'interrogatoire pour être orienté par rapport à une cause organique. Est-ce qu'il ne dort pas assez, donc par rapport aux heures de sommeil? Est-ce que les réveils, quand il se réveille, ça dure longtemps? Est-ce que donc il régurgite beaucoup? On va voir est-ce qu'il prend du poids ou il ne prend pas de poids. Est-ce que durant la journée, il est très hyperactif? Et avec l'âge, bien sûr, quand il est scolarisé, est-ce que ce trouble du sommeil impacte sur la vigilance, sur l'état d'attention et de concentration de l'enfant à l'école? Donc, après avoir collecté toutes ces informations, est-ce qu'il ronfle la nuit? On peut être orienté vers une cause. Par exemple, donc, comme on a parlé, le reflux gastro-œsophagien, c'est l'une des premières causes. Il y a aussi les coliques. Il y a les nourrissons qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont mal au niveau des intestins. Les fameuses coliques. Et c'est les fameuses coliques qui sont là. Donc, on doit d'abord éliminer une pathologie organique et être sûr que c'est vraiment des coliques. Et on doit rassurer, bien sûr, les parents. C'est un nourrisson qui se rendort après, qui fait ses heures, donc selon l'âge, plus entre 16 heures et 20 heures quand il est à l'âge néonatal. Quand on entend 16 heures, 20 heures, on a l'impression qu'il dort sans faim. Alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement le cas. C'est sommeil, réveil, sommeil. Voilà. Donc, mais quand on additionne tout ça avec les siestes. Ensuite, les siestes, elles diminuent avec l'âge. Donc, il peut faire 3 siestes quand il est très jeune. Après 6 mois, c'est 2 siestes. Entre 6 mois et 1 an, c'est 2 siestes. À partir de 1 an, en général, c'est une sieste jusqu'à l'âge de 3 ans. Après 6 ans, donc, on n'a plus de sieste bien avant 6 ans. À quel âge on peut arrêter les siestes, justement? Bien avant 6 ans. C'est à partir de 2 ans, pardon. C'est à partir de 2 ans que la sieste peut disparaître. Et c'est pas pathologique. Et là aussi, si vous permettez, c'est une erreur de la part des parents qui veulent continuer à garder cette sieste. Et donc, ils vont prendre du sommeil de la nuit, qui vont consommer, que l'enfant consommera pendant la sieste. Et du coup, l'enfant ne dormira pas forcément tôt. Et s'il ne dort pas tôt, il aura du mal à se réveiller le matin parce qu'il aura
pas la quantité suffisante de sommeil qu'il faut pour pour qu'il grandisse, on va dire. Les grands-mères disaient bien pour sa croissance, voilà. On dit bien dormir, c'est bien grandir. Exactement. D'accord. Donc, si l'enfant est perturbé sur ce plan-là, il va perturber son sommeil, il va perturber le sommeil des parents aussi. Oui. Justement, pour les causes organiques, il y a aussi d'autres causes. Il y a le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est les enfants, les nourrissants, donc passer une année, les enfants qui ont de grosses amygdales ou bien qui ont une hypertrophie des végétations adénoïdes. Ou qui sont allergiques, par exemple, quand ils font une crise d'allergie. Voilà, la rhinite allergique, c'est surtout l'obstruction nasale. Donc, pour le SARS, c'est des enfants qui ont une hypertrophie des amygdales ou une hypertrophie des végétations adénoïdes, qui ronflent beaucoup la nuit, qui risquent d'avoir des apnées, donc des coupures de respiration durant la nuit. Et donc, c'est un sommeil très perturbé parce qu'ils s'endorment, ils se réveillent, ils ont beaucoup de micro-réveils. Et le lendemain, c'est des enfants qui sont très fatigués. Qui ont du mal à se réveiller le matin. Voilà, qui ont du mal à se réveiller le matin, qui peuvent être très asthéniés le matin, qui ne jouent pas comme les autres enfants, ou au contraire, peuvent être très agités. Chez l'enfant, on a ce paradoxe. Chez l'enfant, on a ce paradoxe. Pour le même symptôme, on peut avoir des symptômes des réactions différentes. Des réactions différentes qui peuvent être agitées toute la journée, justement. Donc, c'est important de confirmer ou de voir qu'il n'y a pas ce SARS. Il y a d'autres pathologies organiques. Donc, toutes les pathologies aiguës, l'angine, la rhinopharyngite, l'otite. Donc, ça peut réveiller et induire une perturbation transitoire du sommeil, la poussée dentaire aussi. Voilà. Et par ailleurs, on a d'autres pathologies plus ou moins lourdes qui peuvent donner un sommeil perturbé. Par exemple, surtout les pathologies neurodéveloppementales, les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement type autisme. Ou hyperactivité, ou parfois même la dépression de l'enfant, la dépression du nourrisson. Donc, un nourrisson peut faire une dépression? Oui, justement, un nourrisson peut faire une dépression. Donc, ça peut être aussi une cause de perturbation du sommeil. Donc, il faudrait voir aussi sur ce versant. Et il y a des pathologies syndromiques où s'associent aux troubles du sommeil des troubles alimentaires. C'est important de voir des enfants qui peuvent être très boulimiques, au contraire anorexiques. Donc, le pédiatre doit voir l'enfant dans sa globalité, voir son sommeil, son alimentation, sa croissance et son activité durant la journée pour essayer de cerner le sujet et voir si on est dans le pathologique ou le purement développemental physiologique. Et justement, ce sommeil agité ou le sommeil qui est agité, soit parce qu'on a une allergique, une rhinite allergique ou ce genre de choses, le ronflement et tout ça, quelles sont les conséquences de ce sommeil perturbé sur l'enfant? C'est la croissance qui va prendre un coup parce qu'on sait que pendant le sommeil, l'enfant va passer par le sommeil de l'enfant quand il se développe. Parce que là, on est en train de parler de tout, sachant que le nouveau-né, le nourrisson, le petit enfant, le grand enfant, le sommeil va être différent. Si on parle du retentissement d'un mauvais sommeil chez l'enfant, c'est une mauvaise croissance. Parce qu'il y a une sécrétion hormonale qui se fait pendant le sommeil profond, où la croissance, la growth hormone, l'hormone de croissance, voilà, est sécrétée pendant le sommeil profond. Et si l'enfant a une pathologie qui l'empêche de faire en quantité, en qualité suffisante ce sommeil profond, donc sa croissance va être impactée et il y aura une diminution de sécrétion de cette hormone de croissance et l'enfant va avoir un développement et une croissance qui va être cassée. On voit bien ça sur la courbe de croissance de l'enfant. On voit une cassure à un certain moment, l'enfant casse sa courbe parce qu'il a une raison pour laquelle il ne dort pas bien et donc il a un mauvais sommeil. S'il a un mauvais sommeil, ça veut dire que les cycles ne sont pas respectés parce que le cycle doit se faire d'une manière successive. On a très bien vu le train qui s'installe et les wagons. Donc, si vous déplacez un wagon, ça va perturber le train. Ça va faire dérailler carrément. Tout à fait.
Donc si l'enfant, par exemple, n'arrive pas à faire suffisamment de sommeil profond, il ne fera pas forcément son sommeil paradoxal qui doit suivre le sommeil profond. S'il ne fait pas suffisamment de paradoxal, donc il y aura un impact sur la mémoire, sur l'apprentissage, et La croissance tout cérébrale. ça va impacter, il va se verra la journée. C'est un enfant qui aura du mal à se concentrer, c'est un enfant qui a des problèmes de vigilance, c'est un enfant qui peut s'endormir en cours. Par exemple, si je prends le petit enfant scolarisé, pour ne pas trop perturber. Et donc, c'est un enfant qui il aura du mal à suivre en classe, ou bien c'est un enfant qui sera hyperactif, comme disait Dr Chokri. C'est un enfant qui va beaucoup bouger, c'est un enfant qui n'écoutera pas, c'est un enfant qui va manifester un mal-être en étant tête dure, en étant... et donc, ça va rendre les parents très nerveux, et ça se répercute sur le... Donc, comme vous l'avez dit, c'est aussi une question d'hormones. Donc, même pour s'endormir, Oui, c'est aussi une question d'hormones. Quand on est en face d'un écran, par exemple, avec les lumières bleues, ça empêche l'hormone du sommeil. Du sommeil qui est la mélatonine, tout à fait. Exactement. Donc, c'est toute une ambiance qu'il faut... Je vais essayer de schématiser ça. Vous savez comment ça se passe. Donc, on a une horloge biologique qui est régie par ce qu'on appelle lumière-obscurité. Elle ne fonctionnera que lorsqu'elle est face à cette alternance, c'est-à-dire obscurité, ça veut dire c'est le moment de préparer la fabrication du sommeil et donc la sécrétion de l'hormone de sommeil qui est la mélatonine. Après, il y a l'éveil, donc la journée, la lumière du jour. Et donc, l'éveil, on va diminuer la sécrétion et du coup, l'enfant ou l'adulte même va se réveiller. Cette horloge biologique, donc il y a l'aiguille, la mélatonine. S'il y a sécrétion de mélatonine, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il y a diminution de la température du corps. S'il y a diminution de la température du corps, il y a diminution aussi, par exemple, de l'hormone cortisol. Donc ça va diminuer, tout à fait. C'est pour ça, quand on parle de musique, ça va apaiser la personne, ça va permettre à la personne de se relaxer, de se réconcilier, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, de se réconcilier avec son sommeil, de ne pas trop ruminer, et donc ça le met dans un état paisible et on peut trouver le sommeil. D'ailleurs, c'est ça les causes qui sont incriminées dans l'insomnie. D'accord. Si on n'arrive pas à se réconcilier avec son sommeil, si on n'arrive pas à être paisible et calme avant de dormir, on ne pourra pas dormir. Alors, c'est un rituel qu'il faut installer. Tout à fait. Là intervient le rituel que les parents, qu'on appelle les donneurs de temps, doivent intervenir et doivent instaurer d'une manière régulière pour que l'enfant aperçoive ça comme un rituel, une routine et une préparation à l'endormissement. L'enfant comprendra, dès le début du rituel, il comprendra que va venir l'heure du sera dodo. Formaté. Automatiquement, il va se relaxer. Et... Tout à fait. C'est un état de sécurité qui doit être instauré à l'enfant, qui doit être senti par l'enfant. Parce que l'important entre la relation avec la figure d'attachement avec la maman, c'est cet état de sécurité qui était déjà pendant la vie intra-utérine, parce qu'il était dans une ambiance bien cadrée, qui était bercé dans le liquide amniotique. Ce souvenir que garde le nouveau-né, donc que garde de sa vie intra-utérine, doit être après présent aussi dans sa vie post-utérine, après l'accouchement. Donc les parents doivent apporter ce sentiment de sécurité, parce que le nourrisson, vers 6 mois, vers 8 mois, a ce problème d'angoisse, de séparation. Justement, et les parents ont ce challenge de faire sentir au bébé que tu es en sécurité en étant éveillé et tu vas le rester en étant endormi. Ce passage émotionnel de cette sécurité va être senti par le bébé et il pourra se séparer de ses parents durant la nuit.
D'accord, très bien. Il y a plusieurs façons de faire un rituel, chacun sa méthode, mais il y a aussi des objets, des gadgets qui nous aident justement pour ce rituel. Et c'est Wahida Selmchif qui va nous en parler, n'est-ce pas Wahida? Exactement. J'ai failli. En fait, je me sens tellement apaisée que je me dis, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas essayer les méthodes qu'on a l'habitude d'essayer avec les bébés pour les adultes? Exactement. Et ça sera juste après le jingle. Oui, tu es bien apaisée. Oui. C'est un sujet qui te rend zen et qui t'aide franchement, en plus à entendre les experts nous parler, vous utilisez un temps très doux, très calme. Je me sens comme un enfant. J'avoue. Donc aujourd'hui, je vous propose des objets qui aident les enfants à s'endormir. Vous avez parlé de quelques objets, de rituels qu'on pourra installer pour les enfants. Donc en ce moment, j'ai vu qu'en vente sur le marché algérien, il y a de plus en plus de produits que les parents achètent pour offrir un bien-être à leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes, parce qu'on achète surtout pour, on pense aussi, à soi. Voilà, donc on commence par les veilleuses projecteurs de lumière. Donc je suppose que vous avez vu des projections de lumière, des étoiles, parfois c'est des poissons dans l'océan avec une musique douce, apaisante, qui accompagne l'enfant pour s'endormir. Voilà, on le voit en image. Donc il y a différents modèles qu'on pourrait trouver sur le marché, qu'on peut accompagner et installer dans la chambre des enfants. Non seulement qu'il va ressentir la présence d'un objet qui va l'accompagner durant toute sa nuit, même quand il fait nuit, mais aussi il va errer dans son esprit, il va voyager avant de s'endormir. Et puis on peut régler selon les besoins de l'enfant. En fait, une veilleuse, je peux l'utiliser, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Si les garçons ils veulent des montagnes ou un ciel bleu, on peut brancher ça. Si les filles elles sont plus roses, elles sont plus papillons, princesses, donc je peux mettre la couleur en rose avec des petites princesses. Il y a un objet qui est vraiment en vente et qui fait fureur, c'est l'hippododo. C'est un petit jouet qui ressemble à un hippopotame avec plusieurs boutons et toujours des lumières. Donc, c'est pour les petits-enfants et une petite musique apaisante, qu'on peut installer pour les petits-enfants avant de s'endormir. Mais en même temps, il peut le toucher, il peut jouer avec. Donc, c'est un doudou qui fait de la musique, qui fait de la lumière. Ça peut faire aussi un doudou. Mais sinon, pour les personnes qui ne veulent pas vraiment aller dans beaucoup de lumière, vous avez vu les petites lampes qu'on utilise pour décorer? Je pense qu'on en a tous à la maison. Des veilleuses simples, classiques qu'on peut utiliser. Je pense que nous sommes tous... nos parents ont utilisé des lumières. Oui, surtout au moment où « Maman, j'ai peur du noir ». Voilà. Voilà, ça aide. Justement, quand on met la lumière, les enfants ils se sentent plus rassurés et ils se disent voilà, je peux voir ce qu'il y a plus loin et je peux m'assurer qu'il n'y a rien dans ma chambre. Et non seulement quand on crée une ambiance tamisée, ça nous relaxe et je pense que ça aide beaucoup, même les enfants à s'endormir. N'est-ce pas? Parce que pour les adultes, ça marche quand on fait des lumières tamisées. Donc pour les enfants... c'est important, surtout quand on décide que l'enfant aille dormir tout seul dans sa chambre. C'est une façon de le rassurer, c'est une façon d'aller dans cette séparation doucement. Déjà, il faut savoir que l'enfant doit dormir un peu dans l'obscurité, mais ce n'est pas forcément l'obscurité totale. Il ne faut pas aussi que l'enfant, parce qu'on sait très bien que l'enfant imagine beaucoup de choses, etc. Donc il va stresser par rapport à ça. Il faut toujours laisser une petite source de lumière. Il ne faut pas que ça soit trop lumineux, parce que sinon ça va empêcher la sécrétion de la mélatonine. Et donc l'enfant aura du mal à s'endormir. Et même pour les bruits, il ne faut pas aussi que ça soit trop bruyant, il ne faut pas que ça soit fort pour que l'enfant puisse s'endormir aussi dans le calme. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants... quand on voit autour de nous, il y a certaines mamans qui vous disent non, ne vous en faites pas, il dort même si la lumière, il a l'habitude, même si... Mais vous lui donnez, ça va lui donner une mauvaise qualité de sommeil. Même s'il s'endort, mais c'est une mauvaise qualité de sommeil. Il y a toujours du bruit qui dérange, ça va le réveiller, même si ce n'est pas un réveil qui est complet, qui est total, mais c'est des micro-éveils qu'on verra si on fait par exemple un enregistrement polysomnographique. Vous allez voir que c'est un enfant qui va avoir des micro-éveils qui vont être marqués soit par un changement de position, soit juste le cerveau qui va se réveiller, il va se réendormir et ça va fractionner le sommeil, ça va le hacher et ça va donner un mal-être le lendemain. L'enfant, il est mal réveillé, il est mal luné. Il est mal luné. Justement, pour ces gadgets, ça dépendra du profil sensoriel de l'enfant. Les parents doivent découvrir et connaître
bon, c'est leur enfant. instinctuel. Hein. Connaître quel est le profil sensoriel de leur enfant, de leur bébé, qui puisse l'aider d'abord à l'endormissement. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont plus ou moins tactiles, qui ont l'habitude, au début, c'est des nourrissants qui sont bercés, donc dans les bras de leur maman, donc il y a ce côté tactile, ce contact tactile. Il y a des nourrissants qui touchent les cheveux de la maman. Oui. Voilà. Donc il faudra découvrir d'abord le profil. Qu'est-ce qui le fait et qui l'aide à s'endormir? S'il est tactile, on peut lui donner, donc au moment de la séparation, c'est-à-dire à partir de 6 mois, là, il faudra laisser l'enfant dormir seul dans sa chambre. Normalement, la séparation se fait après 6 mois. Ne pas dormir dans la chambre parentale. Donc, lui donner un petit doudou qu'il pourra toucher avant de s'endormir. C'est un moyen de le rassurer. Peluche, voilà. C'est un moyen de le rassurer. S'il est visuel, il faudra justement lui donner ces petites lumières, ces filets de lumière, lui laisser dans sa chambre. Il ne faut pas que ce soit intense, bien sûr. S'il est auditif, donc il faut les berceuses, il faut... Voilà, justement, pour la musique, c'est très délicat. Il faut bien choisir les Voilà, morceaux. un fond de musique, c'est important de choisir, justement. Voilà. Et s'il est plus ou moins actif, donc il faudra un petit peu... secouer un petit peu le lit, hein, c'est possible aussi. Donc, c'est des petits gadgets, des petites façons, selon le profil sensoriel du bébé. Exactement. On revient un peu par rapport à la musique, parce que c'est important. Souvent, les parents, ils mettent des chansons qu'on a l'habitude d'écouter en journée. Ils te disent, oui, Ma'alish, le Mohim, il a un son qui l'accompagne et tout. Ça, voilà, c'est très mauvais. Alors, les experts sont de plus en plus nombreux à affirmer que la musique aide les bébés à s'endormir convenablement, mais il est préférable d'opter pour les boîtes à musique. Vous avez vu les petites boîtes qu'on avait l'habitude de voir quand on était jeune, et parfois on le voit souvent en ce moment. Des trucs qu'on remonte comme ça et qui fait tin, 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 tin. Exactement, c'est des musiques douces, apaisantes. Voilà. Qui peut déranger les adultes, oui. Oui, mais c'est agaçant. C'est des voix blanches. Voilà. Justement, mais je vais vous dire, j'ai découvert les voix blanches. Hier, il y avait des applications. En fait, c'est quoi les voix blanches pour un peu expliquer à nos téléspectateurs? Les bruits blancs. Voilà, les bruits blancs, les bruits de... C'est les bruits que, vous me corrigez si je me trompe, c'est les bruits que le bébé s'est habitué à écouter dans le ventre de sa maman. Donc, j'ai vu sur des applications, ils reproduisent les bruits d'un aspirateur, d'un sèche-cheveux. Et apparemment, ça marche très bien. Je vous le dis, moi, hier, je l'ai essayé. J'ai téléchargé une application et j'ai dit, allez, je vais voir ce que ça va donner. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai zappé, je suis revenue vers la musique, la boîte à musique, j'ai trouvé sur une vidéo sur Internet, de la musique qui est à boîte de musique, et je me suis endormie sur ça. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai dit, tiens, mon téléphone, Voilà. C'est fait. Oui, ça marche même sur les adultes si vous voulez essayer. Il y a aussi, si on revient sur les doudous, c'est très important de les avoir. On est conseillé d'avoir un doudou pour l'enfant, mais aussi il y a des serpentins. Il vaut mieux choisir, on a remarqué qu'en ce moment les tendances c'est les couleurs ternes. Il paraît que c'est faux, il faudra aller vers des couleurs qui attirent l'enfant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va les mettre à l'intérieur de son lit, il va prendre son repère et va dire, tiens, je suis dans un endroit que je reconnais et je me sens en assurance, rassurée, donc je ne suis pas loin de chez moi, je ne suis pas dans un endroit que je ne connais pas. Surtout que la vue aussi de l'enfant évolue. Au début, il ne voit pas très clair, il voit plus les contrastes quand c'est couleur foncée, couleur claire. Donc c'est là où il reconnaît à peu près les contrastes, il ne voit pas très très clair et c'est avec le temps que ça se développe. Aussi. Exactement. Donc, vous avez vu les serpentins qu'on accroche sur les lits. Ils sont très importants. On les voit en vente, mais on ne leur accorde pas trop d'importance. Donc, ils sont importants. Si on les met sur le lit d'un enfant, il peut le repérer, il peut se dire, tiens, c'est mon espace, c'est mon endroit, je peux être en sécurité, je peux m'endormir. Voilà, je suis tranquille. C'est très important de les avoir. Donc, les doudous, arrêtez d'acheter les couleurs sombres ou ternes, achetez des couleurs vives, tout simplement. Voilà. Il y a aussi le mobile musical. C'est le truc que tout le monde l'a acheté. Moi, j'ai découvert, en fait, j'ai fait ma propre conclusion. L'enfant, il s'endort une fois qu'il est hypnotisé, parce que je pense à force de tourner avec la musique. Il le suit, à un moment donné, et ça. L'enfant s'évanouit. Je ne sais pas si ça marche comme ça ou pas, mais ça marche très très bien. Donc, on l'accroche, vous voyez. C'est le serpentin. Ça, c'est le serpentin. Vous avez vu, on peut accrocher des petits doudous dedans. Donc, je reviens sur le mobile musical. Donc, ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre non seulement des petits jouets. Avant, on achetait, c'était des trucs standards, mais maintenant, on peut les fabriquer manuellement. À la maison.
Voilà, manuellement. On peut fabriquer des petits doudous avec des recyclés, avec des outils qu'on peut recycler, et on les accroche et on peut mettre la musique qu'on souhaite. Avec toutes les applications qu'il y a en ce moment, franchement, c'est très facile de les avoir et d'essayer. Donc, essayez ça et dites-nous ce que ça va donner. Oui. À votre avis, vous les experts, est-ce que ça marche ça, ces objets? Est-ce que ça aide réellement? Comme disait Dr Choukri, chaque enfant comment il est, chaque enfant comment il se développe, chaque enfant chaque ses enfant est différent. préférences. Voilà, donc il y en a des enfants qui ne nécessitent pas du tout ça. Juste la présence de la maman, juste la présence de la maman ou du papa, une petite histoire et le tour est joué. Hein. Oui. On n'a pas besoin forcément d'avoir tous ces gadgets autour de soi, oui. de soi pour trouver le sommeil. Hein. Mais souvent, c'est les parents qui se rassurent eux-mêmes en achetant tous ces produits pour se dire oui, comme ça, il va mieux. Mais on se rassure nous-mêmes en réalité, non? Vous ne pensez pas? Possible. L'important, c'est dans le sommeil, l'important, c'est la relation avec parents-enfants et justement préparer le rituel du coucher, raconter une histoire. Donc, par rapport au sang, la voix de la maman, c'est la meilleure. C'est la plus rassurante. Donc, une maman qui raconte une histoire avant le sommeil, ce qui rentre dans le cadre du rituel du sommeil, et qui doit raconter toujours la même histoire. Et avec le même temps, et elle va essayer de baisser le temps au fur et à mesure que l'enfant commence à s'endormir. Ça crée comme une petite hypnose. On essaie d'hypnotiser le bébé ou le grand enfant, même l'enfant. On essaie de l'hypnotiser avec notre voix. À condition de choisir la bonne histoire aussi. Bien sûr. On ne va pas raconter l'histoire de loup. Et ne pas changer d'histoire. Parce que quand on change d'histoire, quand on essaie à chaque fois de raconter une autre histoire, l'enfant, il commence au contraire à ouvrir ses yeux et à être réveillé et se dire qu'est-ce qu'il va se passer Je connais pas après? cette histoire. Je connais pas cette histoire. Non, on doit être encore plus raconter éveillé. toujours la même histoire pour que l'enfant sache que cette action va venir, cette action va venir. Ça le rassure. Et voilà, ça le rassure parce qu'il n'y a pas de nouveau. Et à quel âge commencer les histoires, par exemple, à lire? On peut Dès la commencer naissance? très tôt. On parle Avant même la avec naissance. notre bébé, même avant la naissance. Donc, à n'importe quel âge. Oui, le rituel peut être aussi, on a dit lire une histoire, calmer le bébé. On peut le calmer aussi en lui faisant des massages. Il y a aussi, à part tout ça, il y a aussi la préparation à l'endormissement. C'est-à-dire un enfant qui va se changer, qui va mettre un pyjama. C'est un enfant qui va aller se brosser les dents. C'est un enfant, c'est ça le rituel, c'est ça la préparation. C'est pas prendre un enfant qui était en train de jouer, le mettre dans un lit et dire va dormir. On va lire l'histoire, tu vas dormir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ça soit progressif. Avoir mangé plus ou moins tôt par rapport à l'heure d'endormissement. C'est-à-dire dormir, on va par rapport à l'heure du dîner, à quelle heure on peut faire dormir le bébé? Idéalement, c'est avoir 1h30 de décalage. Ben oui, on ne va pas faire manger un enfant et le faire dormir tout de suite. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, donc leur donner à manger, leur laisser le temps de se préparer à l'endormissement. Donc l'enfant, avec le temps, va instaurer lui-même, va respecter lui-même son rituel. Donc voilà, se brosser les dents, changer de vêtements, mettre un pyjama. Déjà, ça c'est un rituel. Ne pas rester avec un pyjama toute la journée, même le bébé. Le bébé quand il est bébé, c'est-à-dire changer de vêtements, changer de couleur de pyjama, etc. pour que l'enfant aperçoit ça, comprenne ça. Ils comprennent les enfants, hein, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, donc préparer, aller dans son lit, éteindre la lumière, mettre la petite lumière, et puis l'environnement. Baisser la voix. Tout à fait. Et l'environnement, c'est ce que j'allais dire. L'environnement, tout ce qui tourne autour. Éteindre les écrans bien avant, à déjà. la maison, si tout le monde est réveillé, qu'il y a du bruit, que ça parle, voilà, et qu'on demande à l'enfant d'aller se coucher, ça ne se fait pas aussi. Ce ne sera pas juste. Pourquoi les autres restent et moi je vais dormir? Tout à fait, tout à fait. À un âge plus avancé, il vous le dira. Hein. Oui, il vous dira, c'est pas possible, moi je vais dormir et vous allez encore... Il y a ceux qui mettent un écran, ils mettent un écran téléviseur dans la chambre de l'enfant. En ce moment, comme il y a beaucoup de chaînes dédiées aux enfants, on peut choisir même par rapport à l'âge. Il y a des musiques en fin de journée. Non, et tout, la télé dans la chambre. Les écrans, ni l'adulte ni l'enfant. Ni l'adulte ni l'enfant.
parce que même s'ils mettent des programmes pour les tout petits, on n'a pas besoin là où les d'avoir enfants un écran. On n'a pas besoin d'avoir un écran c'est les fameuses lumières bleues dont on parle souvent et qui empêchent la sécrétion de mélatonine, c'est ça. On ça? n'a pas besoin de regarder la télé pour dormir, Exactement. sauf si on a un problème et qu'on rumine et qu'on a l'échappatoire, c'est une façon de vider sa tête. Donc regarder la télé avant de dormir. Voilà. Donc ça, c'est un signe. Voilà, interdit. Il faut savoir que l'enfant, c'est un être qui est en plein développement et c'est un cerveau qui est en plein développement et les écrans sont très très nuisibles pour le cerveau. On en a fait pas mal d'émissions, on a dit encore plusieurs fois que pas d'écran, pas de télé, pas avant 6 ans, déjà on le dit souvent chez nous. Donc vous avez parlé aussi de dodo, cododo, de dodo seul, laisser dormir l'enfant seul à partir de 6 mois. Mais est-ce qu'on peut le faire bien plus tôt ou est-ce qu'on choisit le cododo? Comment que ça se passe? Alors en général, comme on connaît nos familles algériennes, les bébés, la première année, ils sont dans la chambre parentale. Première, deuxième année. Ils sont dans la chambre parentale, alors qu'on pourrait séparer à partir de 6 mois. Et donc, si on décide de le faire avant? Dès la naissance, on se dit, dès la naissance, il aura sa chambre, son lit. Je pense que c'est un peu difficile. Pour la maman, c'est elle qui va faire les allers-retours. Voilà, faire les allers-retours. On a cette anxiété de voir est-ce que le bébé respire ou pas. Donc, on conseille au moins un lit à côté du lit parental, les lits cododo. On conseille ça pour que la maman soit tranquille à chaque fois qu'elle veut vérifier que son bébé est bien en vie, qu'il respire, qu'il dort bien. Donc les premiers 6 mois, préférez les cododo. Après 6 mois, il est possible. Cododo en sécurité, bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr. Pas de grosses couettes, pas le bébé au milieu entre les deux parents, une grosse couette. Et voilà, justement, mettre l'erreur de mettre le bébé dans le lit au milieu, là, c'est un peu une grande erreur. Parce que la maman, comme c'est elle qui allait et tout, ses hormones font qu'elle se réveille plus que le papa. Donc, la mère allaitante se réveille la nuit et ne dort pas comme le papa. Le papa, il a son rythme de sommeil qui ne change pas parce qu'il a un bébé. Donc lui, il risque de dormir, d'écraser le bébé. La mort subite chez le bébé, chez le nouveau-né, c'est très... C'est des accidents qui se sont... Les matelas trop mous, parce que le bébé ne sait pas se retourner. Donc on déconseille, si vous voyez même dans le commerce, quand on achète le lit parapluie ou là, les matelas, vous remarquez que c'est très fin. C'est très fin et nous, on a tendance à aller exactement. chercher un matelas plus mou, etc. Et ça, c'est pas bon parce que si l'enfant, par malheur, se retrouve sur le ventre et risque de s'étouffer. Il y a eu des accidents, il y a eu des morts subites. Il y a eu des accidents où l'enfant garde un retard psychomoteur très important. C'est handicapant, c'est très très important d'attirer l'attention des mamans sur ce... D'accord, très bien. Nous allons passer d'abord aux questions des internautes tout de suite. On vous propose des questions des internautes. Alors, on a eu pas mal de questions. Alors, la première question. Ma fille fait ses dents. Aïe. Elle ne dort pas. Je peux lui donner un sirop à base de plantes pour dormir. La phytothérapie, est-ce qu'on peut le donner à un bébé qui fait ses dents? Qui a quel âge? Elle ne précise pas l'âge, mais en général, on fait les dents à quel âge? À peu près 6 mois. 6 mois, voilà, donc à partir de 6 mois, on peut. À mon sens, logiquement, c'est pas bon de donner à un âge très précoce comme ça des sirops. C'est plutôt calmer la douleur pour que l'enfant puisse dormir normalement. C'est-à-dire, si on calme la douleur, qu'est-ce qui empêche l'enfant de dormir? C'est la douleur, c'est la poussée dentaire. Quand on dit poussée dentaire, c'est que l'enfant, il a mal. Il y a la dent qui va percer, qui va sortir, donc du coup, ça fait mal. Et donc ça fait mal. Si je préfère un petit suppositoire de Doliprane ou une cuillère de Doliprane pour apaiser l'enfant, plutôt que ces sirops-là, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans à 100%. Et puis, pourquoi venir intervenir sur un sommeil
qui peut se faire normalement, sauf s'il y a cette douleur qui l'empêche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a des causes organiques, ça va perturber le sommeil. Et donc, pour rétablir le sommeil, il faut traiter la cause organique d'abord. Très bien. Pour la phyto, je peux rajouter, pour la phyto, c'est des plantes qui contiennent des herbes à vertu justement somnifères et pas du tout au jeune âge, mais après un certain âge, 4 ans, 5 ans, on pourrait conseiller, ça peut aider au début et comme ça peut ne pas du tout avoir donner de résultats, oui. D'accord. Alors la deuxième question, mon fils ne dort que dans mes bras. Dès que je le mets au lit, il se réveille. Que faire? Aïe. Il ne fallait pas lui apprendre dans les bras. Ça, c'est parmi les erreurs justement que commettent les mamans. Faire dormir tout le temps dans les bras, se dire que l'enfant ne peut pas dormir seul. Justement, l'enfant peut dormir seul. Il faudra lui apprendre dès le jeune âge à dormir seul dans son lit et ça va se faire normalement. Pour répondre à la maman, il faut bien qu'il y ait une réponse. Maintenant, elle ne peut pas faire marche arrière. Il faut lui apprendre à dormir autrement, à dormir dans son lit, mais le faire progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain lui dire « moi j'en ai marre que tu dormes dans mes bras, allez, je te mets… » se mettre par exemple au lit avec lui, à côté, le rassurer, dormir avec… avoir un bras comme ça sur l'enfant pour qu'il sente toujours la présence de cette maman et se retirer petit à petit. Par exemple, l'enfant s'il dort seul dans sa chambre, laisser toujours la porte ouverte, mais idéalement avoir la chambre de l'enfant à côté de la chambre parentale pour dire que regarde, je suis juste à côté, il suffit que tu appelles maman, que je vienne. Être réellement présente les premiers temps, ne pas aller dormir et oublier qu'il y a un enfant qui peut appeler toutes les 5 minutes, mettre la petite lumière, etc. Instaurer ces choses-là délicatement et progressivement. Voilà, se retirer petit à petit. Tout à fait. Donc le toucher et la voix. Et c'est comme ça qu'il se rassure. Petit à petit se retirer. Voilà, ça va se faire dans le temps. Dans le temps. Vous avez tout simplement répondu à la question suivante qui était comment apprendre à mon enfant à s'endormir tout seul. Vous avez donné la solution. Donc on va passer à une autre question. On me conseille de donner un biberon au lieu de mon lait pour qu'il soit rassasié et qu'il dorme. Aïe. Je pose toujours la question, pardon. À quel âge? Maintenant, si c'est un enfant à 2 ans et qu'il est toujours au sein, 2 ans. Je dirais oui. Il vaut mieux qu'il soit rassasié avant de dormir. Déjà 2 ans, en principe, il mange. À 2 ans, il n'y a plus de biberon, je pense. Pardon? À 2 ans, il n'y a plus de biberon, je pense. Enfin, ça dépend Ça dépend des enfants. Hein. Si un enfant continue à prendre le lait, s'il est au sein à 2 ans, ça veut dire qu'on peut lui donner un biberon. Mais plutôt, ça arrive souvent au début. Quand on dit souvent à la maman, oui, ma rahouch yishba, zidilo un biberon, et puis même fillil, il voulait zid atelo biberon fillil avec la farine, avec ça, comme ça, il va dormir, il sera rassasié, le ventre plein, tu vas pas te réveiller, et tu pourras te reposer. C'est l'erreur à ne pas faire. D'accord. Justement, quand il est jeune, le nourrisson ou le nouveau-né, l'erreur de dire à la maman, donnez-lui un biberon pour qu'il soit rassasié pour dormir est vraiment fatale pour la poursuite de l'allaitement maternel. D'accord. Donc, il faudra séparer tétée et endormissement. Le nouveau-né peut s'endormir sans tétée juste avant. Donc, séparer ça, c'est très important. Donc, le lait maternel apporte les besoins de l'enfant en qualité et en quantité et ne pas se précipiter à donner directement un biberon parce qu'après, le nouveau-né, quand il va s'habituer aux quantités excessives de lait qui vont avec le biberon, il va ne plus être rassasié et ne plus faire l'effort de téter. Voilà, exactement. Parce que c'est plus facile de prendre un biberon, ça coule de source, comme on dit, alors qu'avec la tétée, il doit faire un effort. Voilà. D'accord. Alors, l'avant-dernière, je pense, non, c'est l'avant-dernière question. L'emmaillotage, ça marche ou pas? Donc, emmailloter son bébé pour dormir, est-ce que ça marche? Moi, je sais que… C'est une pratique ancestrale. Exactement. Ça existe depuis toujours dans notre culture. Oui. Il y en a emmailloté mes enfants. Surtout par rapport
au réflexe de Monroe, c'est ça, le fait que le bébé lève les bras tout seul comme ça, et on dit qu'il peut s'effrayer lui-même quand il lève les bras ou pas. Alors l'emmaillotage pour l'endormir, à votre avis? Alors, l'emmaillotage, sur le plan médical, on doit d'abord vérifier les hanches. D'accord. Quand on n'a pas de luxation congénitale des hanches, l'emmaillotage n'est pas interdit, d'accord? Ça reste justement un rituel, des habitudes, des coutumes. Est-ce que c'est bénéfique? Oui, ça peut être très bénéfique pour une partie de nourrissants. Ce n'est pas tous les nourrissants qui acceptent d'être emmaillotés. Justement, c'est par rapport à ce profil sensoriel. D'accord. Donc, il y a des nourrissants qui aiment, qui ne dorment que s'ils sont emmaillotés. Justement, parce qu'ils se sentent rassurés. Hein, le fait d'avoir les membres supérieurs et les membres inférieurs collés comme ça, oui. Voilà, ils ont l'impression d'être au ventre. Voilà, ça les ramène à la période intra-utérine et ils se sentent en sécurité et ils aiment être emmaillotés. Donc c'est bon. Pour d'autres, c'est pas bon. Donc c'est à la maman de faire l'essai, de voir. Si ça donne en continu, si ça ne donne pas et que l'enfant commence à gigoter, à essayer d'enlever l'emmaillotage, il faudra s'il pleure justement quand on l'emmaillote. Voilà, donc c'est quand on lui a fait mal peut-être, parce qu'il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le faire justement, parce qu'il y a des conséquences quand on fait mal. Oui, ça peut donner des luxations si on le fait mal. Oui, tirer trop comme ça. Voilà. Emmailloter ne veut pas dire trop serré aussi. Parce qu'on a dans l'image. Trop serré. Justement, là, de trop serré. C'est l'image qu'on a. Non. En emmaillote. Actuellement, il y a même des petites. Ça se vend des tissus directement ou on ferme direct. Oui, on ferme avec des avec un scratch. Ou avec des. Avant, c'était des bandes, Voilà, c'est pas les bandes. Des draps. Voilà, emmailloté. Donc, en fait, on momifie les bébés. Exactement. Essayer de les rattacher au corps et comme ça. Oui. Non, ça existe. En tout cas, c'est un très beau rituel. Moi, je garde de très bons souvenirs. Voilà, donc ça peut se faire. Ce n'est ni contre-indiqué, ni vraiment demandé. Il faut d'abord l'avis de son médecin. Voilà, vérifier la luxation. S'il n'y a pas de luxation, ce n'est pas interdit. D'accord. Alors, on passe à la dernière question. Je pense, oui, c'est la dernière. Alors, comment changer l'heure du dodo Ma fille, 5 ans, dort à 23 heures avec nous. L'année prochaine, elle sera à l'école. Ça va être difficile, la rentrée à l'école. La réponse est dans la question. Oui. Elle dit avec nous. Voilà, il ne faut pas qu'elle dorme avec nous. En même temps. Le nous veut dire aussi que les parents veillent et qu'ils gardent cet esprit de veille, si vous voulez. C'est-à-dire même on peut veiller dans son lit, mais l'ambiance à la maison est calme et tranquille et adéquate pour dormir. Et qu'on est, bien sûr, à l'âge adulte, on ne pourra pas s'endormir à 20h ou à 21h comme on demande aux enfants de faire, mais garder cet esprit que ça dorme à la maison. Pas allumer toutes les lumières, laisser la télé à fond, bouger, claquer des portes, sortir et faire du bruit. Donc automatiquement l'enfant ne dorme pas. Donc alors pour changer, toujours progressivement. Vous faites remonter l'enfant dans le temps, si on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire maintenant s'il dort à 23 heures, décaler ou avancer l'endormissement de demi-heure, un quart d'heure, tout dépend de l'enfant. Donc après la mise au lit, le rituel, etc. se fait progressivement jusqu'à monter à 9h, décaler les heures du dîner. Maintenant si vous dînez à 9h, c'est tout à fait normal que l'enfant ne dorme pas avant. Si vous avez toujours de l'activité à la maison, il y a du va, du vient, etc. Donc l'enfant ne dormira pas. Et donc avancer l'heure du coucher et fixer l'heure du réveil. Ça, c'est très, 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 très important. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, même si l'enfant... Rapidement, oui, voilà. Voilà, même si l'enfant garde une dette de sommeil, c'est-à-dire qu'il est fatigué la journée parce qu'on l'a réveillé tôt, etc., mais ça permettra de le recaler. Et ça fonctionne. Inch'Allah. Voilà. J'espère que l'émission a été utile, que les parents ont pris note de tous vos conseils. Encore, je vous remercie encore une fois. Alors, Dr Hafida Latafi, vous êtes spécialiste du sommeil à Berdaria. Merci encore d'avoir participé. Merci, c'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé comme à chaque fois. Dr Aziza Souad Choukri, vous êtes pédiatre spécialiste en neurodéveloppement. Merci encore pour votre participation. Merci à vous. J'ai été très ravie. Nous aussi. Merci Wahida.
Inch'Allah. Avec plaisir. On se retrouve demain Inch'Allah. à 10h30, toujours. Même heure, j'allais Voilà. dire. Même heure, chaîne aussi. même chaîne, bien sûr. Sur Canal Algérie, on se retrouve demain à 10h30 et demain, on parlera des troubles alimentaires. Ça va dans la continuité. On a parlé de troubles de sommeil. Demain, ce sera les troubles alimentaires. Et je vous dis bonne journée, reposez-vous et dormez bien ce soir. Au revoir.